Bonjour, je m'appelle Vincent Ribière, je suis le directeur de l'Institut pour la gestion des connaissances et la gestion de l'innovation à Bangkok University, à Bangkok en Thaïlande. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un domaine qui m'intéresse beaucoup depuis plus de 20 ans, qui est la créativité. Donc au départ, j'étais particulièrement intéressé à la créativité individuelle, puis au fil du temps à la créativité de groupe, et maintenant on parle beaucoup de la créativité qui est liée à l'intelligence artificielle, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est un peu difficile en une vingtaine de minutes de vous donner vraiment beaucoup de détails là-dessus, mais j'espère que cette présentation vous donnera une idée générale de l'évolution de la créativité par les machines intelligentes. Donc, j'ai gardé mes slides en anglais pour que les personnes qui ne parlent pas couramment en français puissent également suivre cette présentation. Donc, une première étude qui a été faite par Deloitte auprès des organisations dans le monde entier montre que l'utilisation de l'intelligence artificielle devient de plus en plus commun dans les entreprises. Et on voit donc à travers ce graphique que son implémentation à court et à long terme ne va cesser d'être importante. Donc, cela crée certaines craintes, bien sûr, parmi les employés qui pensent que leur emploi risque d'être remplacé par une machine ou qu'ils vont perdre leur emploi à cause de cela. En fait, McKinsey a créé également, a conduit une étude qui regarde sur des domaines d'emploi bien particuliers quel pourcentage des tâches peuvent être automatisées par les machines intelligentes. Donc on voit par exemple sur ce graphique, et c'est une étude que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Donc on voit ici par corps de métier le pourcentage d'automatisation qui est possible, potentiellement qui est possible dans chaque corps de métier. Donc ce qui est important à retenir ici, c'est qu'en fait les métiers ne vont pas disparaître, mais certaines tâches de certains métiers vont être automatisées, et pour certains métiers, une grande partie de leurs tâches vont pouvoir être automatisées. Donc, ça rend, disons, ça modifie vraiment les cœurs de métier, et les employés vont devoir s'adapter et acquérir de nouvelles compétences pour se réorienter ou apprendre de nouveaux métiers. Donc, si on regarde ce qui différencie l'être humain des animaux ou maintenant des machines, c'est vraiment on a une pensée critique que les animaux et les machines n'ont pas. On a une capacité à résoudre des problèmes qui est assez élevée. On a bien sûr une gestion des interactions entre humains qui est au-dessus des animaux. Et enfin, on a une capacité créative que n'ont pas les animaux et qui nous différencie en grande partie par rapport à eux. Donc une autre étude qui a été conduite par le Forum économique mondial, qui a publié une étude qui montre quelles sont les compétences en demande à l'horizon 2020. Et sans les regarder toutes en détail, on voit en troisième position que la créativité, l'originalité et le sens de l'initiative et de l'innovation sont parmi les compétences qui vont être le plus en demande dans les années à venir. Donc, venons-en maintenant à parler des machines. Donc, quand on parle des machines et de leur intelligence, pour commencer, normalement, on utilise un test qui s'appelle le test de Turing. Donc, le test de Turing est une proposition qui permet de test d'intelligence pour les machines et qui est basée sur la faculté de la machine à initier une conversation humaine. Donc, le test consiste à mettre un humain en confrontation verbale à l'aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Et donc, si cette personne qui est en communication
verbal avec l'ordinateur et la personne humaine n'arrive pas à différencier qui est la personne humaine de qui est la machine ou qui est l'ordinateur, dans ce cas-là, on peut dire que la machine peut être considérée intelligente ou le logiciel peut être considéré intelligent. Donc c'est le test de Turing qui fait référence dans le domaine de l'intelligence des machines. Donc pour prouver l'intelligence des machines, bien sûr, cela fait longtemps que les informaticiens essayent de battre des jeux qui sont dits de haute intelligence, comme les jeux d'échecs. Et après plusieurs essais, IBM a finalement réussi en 1997 à battre le champion du monde du moment, Garry Kasparov, avec leur ordinateur qui s'appelait Deep Blue. Donc c'était déjà un premier tournant dans l'intelligence artificielle, mais ils ne se sont pas arrêtés là. En 2011, il y a un jeu télévisé américain qui s'appelle Jeopardy, où on donne aux participants une réponse et à partir de cette réponse, ils doivent essayer de retrouver la question qui lui était associée. Par exemple, si je vous dis 300 km par seconde, la question qui serait associée serait quelle est la vitesse de la lumière? Voilà. Donc, c'est un jeu qui demande une certaine culture et une certaine intelligence, bien sûr. Et l'ordinateur d'IBM du moment, Watson, a été bien sûr capable de battre les deux champions du monde ou les deux champions américains du moment. Donc, si on regarde d'autres jeux, bien sûr, les informaticiens voulaient toujours démontrer que leur machine était de plus en plus intelligente. Donc, si on regarde les jeux courants, le jeu de dames, par exemple, il y a 10 à la puissance 20 possibilités de combinaisons possibles. Et donc, la machine peut utiliser ce qu'on appelle une attaque par brute force, c'est-à-dire qu'elle peut évaluer toutes les combinaisons pour chaque coup et trouver quelle est la meilleure. Et donc, c'est un challenge qui est assez facile et qui est toujours possible pour les machines. Maintenant, si on regarde les jeux d'échecs, on va déjà un cran plus haut. Le nombre de combinaisons possibles est 10 à la puissance 40. Donc, pour une machine, c'est encore faisable. Elle peut étudier toutes les combinaisons possibles. L'avantage des échecs, c'est au plus on avance dans le jeu, au moins il y a de combinaisons possibles parce qu'on enlève des pions du jeu tout au cours du jeu. Donc c'est une approche qu'on appelle destructive. Maintenant, il y a un autre jeu, un jeu chinois qui s'appelle le jeu de Go, et où en fait le nombre de possibilités s'accroît tout au long du jeu, et il est estimé qu'on peut avoir 10 à la puissance 80 types d'options ou de combinaisons possibles, ce qui rend une approche par force brute, c'est-à-dire d'essayer toutes les combinaisons, impossible même pour une machine intelligente. Donc, c'était le défi suivant après Jeopardy pour les informaticiens de trouver une solution pour battre les champions du monde de Go. Donc, il y a une société américaine qui s'appelle DeepMind, qui a été par la suite acquise par Google, qui a développé une machine qui s'appelle AlphaGo. Et la manière dont ils ont formé cette machine, parce que comme je vous disais, il n'est pas possible d'évaluer toutes les combinaisons, donc ils l'ont fait, c'est une machine apprenante, donc en utilisant de l'intelligence artificielle. Et ils ont d'abord entraîné cette machine avec des cas réels, donc des cas de maîtres ou des cas qui sont courants, et pour essayer que la machine apprenne justement les coups les plus classiques et essayer de battre les grands champions à partir de ça. Mais ils ont pensé que ça ne serait quand même pas suffisant pour battre le champion du monde, donc ils ont développé une nouvelle méthode où en fait AlphaGo joue contre lui-même et apprend en faisant des erreurs, plus ou moins, essaie tout un tas de combinaisons contre lui-même, voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, et apprend comme ça par lui-même. Donc c'est comme si un joueur qui apprend à jouer va tout au long de sa carrière avoir peut-être participer à des milliers de jeux. La machine AlphaGo peut avoir des milliards de jeux, plus ou moins, du fait qu'elle joue contre elle-même et elle joue à une vitesse aussi très rapide, ce qui lui permet d'apprendre très, très rapidement.
Donc c'est juste une slide qui montre un petit peu ce réinforcement où, en fait, quand la machine gagne, elle gagne un point, quand elle perd un point, et comme ça, elle apprend plus ou moins ce qui marche et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, le premier affrontement avec le champion du monde du moment, Lee Sedol, un Coréen. Lee Sedol savait que la machine avait appris les approches les plus courantes. Donc, durant la première partie, Lee Sedol essaye de jouer un peu différemment de son style. Il perd la première partie. La seconde partie, c'est là où un moment décisif va arriver. Au coup numéro 37, la machine, AlphaGo, va jouer un coup que tout le monde semble être vraiment étonnant, même stupide. Les commentateurs ne comprennent pas pourquoi la machine a joué ce pion à ce particulier endroit, ce qui ne se fait jamais et qui paraît avoir aucun sens. Et il va s'avérer qu'en fait, ce coup bien particulier va aider la machine à gagner ce jeu en particulier. Et donc, c'est un tournant aussi dans la vie ou dans l'évolution de l'intelligence artificielle, où l'autre champion du monde quelques années plus tard dira: l'humanité joue à Go depuis des milliers d'années et pourtant, comme l'intelligence artificielle nous l'a montré, nous n'avons même pas encore effleuré la surface. L'union et l'action de l'humain et de l'informatique inaugurera une nouvelle ère. Donc, de nouvelles connaissances ignorées, donc de la créativité, de l'innovation, s'est dégagée de de l'ordinateur, où l'ordinateur n'a pas été programmé à jouer de cette manière. Il a appris par lui-même et à partir de son apprentissage, il a décidé comment jouer un coup particulier et qui a permis du moins à cette machine à gagner. Donc, si on regarde les définitions de la créativité, une définition simple qui dit c'est l'aptitude à générer des idées ou des artefacts qui sont nouveaux, surprenants et qui ont une valeur. Et donc, dans le cas quand je viens juste de vous présenter, la machine, bien sûr, a fait un nouveau coup qui était surprenant pour tout le monde, et bien sûr qui avait de la valeur parce que ça lui a permis de gagner le jeu. Si on s'intéresse à présent à l'historique de l'informatique, à la fin du 19e siècle, Charles Babbage a créé ce qu'on peut considérer comme l'ancêtre de l'ordinateur, qui s'appelait la machine d'indifférence, puis la machine analytique. Et il travaillait avec une dame qui s'appelait Ada Lovelace, et qui peut être considérée comme la première programmeur d'informatique, plus ou moins. Et c'est la première à avoir écrit un programme qui permettait justement à la machine, avec des cartes du métier de jacquard, de donner une liste d'instructions à la machine pour qu'elle puisse l'exécuter. Donc son nom, Ada Lovelace, c'est de là d'où vient le langage de programmation Ada, ça a été à son nom. Enfin, un nouveau test, un test assez récent, a été créé pour tester la créativité des machines, non plus l'intelligence, mais la créativité des machines. Et donc, ce test dit: une machine peut-elle créer une œuvre d'art créative de telle sorte que le processus soit reproductible, pas seulement le résultat d'une erreur matérielle, donc que ce ne soit pas aléatoire, et pourtant le programmeur soit incapable d'expliquer comment l'algorithme a produit ce résultat. Donc, là, on en vient à la créativité parce que ce n'est plus le programmeur qui a dit ce que la machine devait créer. C'est plus ou moins une boîte noire et la machine par elle-même, par rapport à ce qu'elle a appris ou par rapport à ce qu'elle a expérience, va créer quelque chose de nouveau. Et donc, si une machine est capable de satisfaire ce test, le Lovelace test, on pourra dire qu'une machine peut être considérée comme créative. Donc, quand on regarde les créations, ce qu'une machine peut créer, il y a eu un travail qui a été fait pour créer
une nouvelle œuvre de Rembrandt. Donc là, vous avez deux portraits de Rembrandt. L'un a été créé par Rembrandt lui-même, l'autre a été créé par une machine avec de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez laquelle a été créée par la machine. Donc, en fait, c'est celle de droite, pas celle où la personne tient quelque chose dans sa main, c'est celle du côté. Donc, la machine a évalué tous les détails des peintures de Rembrandt pour arriver à comprendre quel était son style, quel était comment il utilisait son pinceau, et ainsi de suite, quelle était la forme de ses portraits, où étaient les accents de lumière, et ainsi de suite. Et donc, à partir de ça, à recréer une œuvre qui ressemble à celle de Rembrandt. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur le site nextrembrandt.com où vous verrez tous les détails de cette étude et de cette création importante. Il y a une autre création qui a été vendue aux enchères aux États-Unis chez Christie's pour une œuvre qui a été créée par une machine qui a été vendue donc aux enchères pour un montant de 432 500 $, donc un montant très important. Pareil, donc c'est cette peinture que vous voyez sur l'écran qui a été purement créée à partir d'un algorithme d'intelligence artificielle. Je vais vous montrer d'autres peintures. En voici aussi, donc vous en avez 4 sur la droite, 4 sur la gauche. Lesquelles, d'après vous, ont été créées par de l'intelligence artificielle? Celle de droite ou celle de gauche? En fait, là, je vous ai joué un petit tour. En fait, toutes ces peintures ont été créées par de l'intelligence artificielle. Et je vais vous expliquer quel est le système qui a permis de créer ces peintures. En fait, comme Paul Valéry disait, il faut être deux pour inventer quoi que ce soit. Donc l'idée, c'est qu'une personne fait des combinaisons, essaye des nouvelles idées, des nouvelles solutions, et l'autre personne va juger ou va reconnaître ce qui a de la valeur ou ce qui l'intéresse. Et avec cette interaction, on va pouvoir créer des choses qui ont une tendance à pouvoir plaire aux autres ou qui vont être attractives à l'œil. Donc, c'est sur ce concept que cette machine qui s'appelle Creative Adversarial Network, qui se traduit en français un réseau adversaire créatif, où en fait il y a deux composants principaux. Il y a un générateur, ce qu'on appelle un réseau générateur, et un réseau discriminant. Le réseau générateur va créer des œuvres d'art. Et il va créer des œuvres d'art à partir de ce qu'on lui a appris ou ce qu'on lui a fourni. Dans ce cas-là, cette équipe avait utilisé WikiArt, qui est une base de données comme Wikipédia qui collectionne ou disons qui répertorie tout un tas d'œuvres d'art par style ou par artiste. Et donc la machine a été présentée avec toutes ces œuvres d'art. La machine a classifié avec ses propres critères quel type d'art était représenté par quel type de caractéristiques. Et à partir de cela, la machine donc crée du contenu, crée des nouvelles pièces, œuvres d'art, donc comme celle que je vous ai montrée ici. Et ce qui est important ici, c'est la partie discriminant. Donc un autre outil va recevoir ces nouvelles créations et va juger si ça peut être considéré comme de l'art ou non comme de l'art. Et donc, comment cela est fait? Donc, cela est fait en utilisant ce qu'on appelle la courbe de Wundt, qui en fait a deux axes. Le premier axe, qui est l'axe vertical, est-ce que cette apparence de cette création est plaisante à l'œil humain, plus ou moins? Donc ça, oui ou non. Donc la machine va, par rapport aux œuvres avec lesquelles on a évolué à travers du temps, elle va dire oui, c'est vrai, un être humain est capable, a tendance à pouvoir trouver cette œuvre plaisante ou pas. Mais pas seulement, sur l'axe vertical, on voit également est-ce que cette œuvre
et crée en nous des sensations de plaisir, plus ou moins. Et donc, est-ce qu'elle, donc ça c'est l'axe, pardon, vertical. L'axe horizontal est plus par rapport à la familiarité. Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à ce qui a été fait dans le passé ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment trop nouveau? Et donc, la machine va essayer de trouver un point optimum. On veut des choses qui soient nouvelles, mais pas totalement nouvelles où on va être confus et on va se dire, bon, ça ressemble à rien ou ça n'a aucune valeur. Et en même temps, que l'on trouve agréable à l'œil. Et donc, cette courbe de Wundt permet de trouver ce point optimum et la partie de ce système va juger par rapport aux œuvres qui ont été créées si elles correspondent, si elles sont plus ou moins dans cet espace de optimum et les garder ou ne pas les garder en fonction de ça. Voilà, donc il y a tout un tas d'outils qui existent déjà sur l'Internet. Un s'appelle Deep Dream Generator, que vous pouvez accéder aussi sur Internet, qui a été créé par Google, où en fait la machine, à partir d'une photo que vous soumettez, va la combiner avec un style artistique que vous choisissez et ça va créer quelque chose de nouveau, comme là vous voyez un chat, une peinture de Vincent van Gogh, et comment la machine a combiné plus ou moins ces deux styles ensemble. Il y a un autre site japonais qui aussi à partir d'une photo va créer une œuvre d'art. Donc vous voyez là j'ai téléchargé ma photo et donc une œuvre d'art, si on peut l'appeler comme ça, a été créée à partir de cette photo. Donc je vous ai parlé de la peinture, mais qu'en est-il de la littérature ou de l'écriture de poèmes? Ben, c'est la même chose. Vous verrez, il y a un site qui s'appelle par exemple botpoem.com, bot comme un chatbot. Donc c'est un site où une machine utilise de l'intelligence artificielle et crée des poèmes. Et en fait, les poèmes qui sont créés, pareil, c'est un petit jeu. Vous pouvez deviner si c'est un être humain ou une machine qui l'a créé. Et vous verrez, vous serez souvent surpris que la machine arrive à créer des poèmes qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment nouveaux, ou avec un style auquel on pourrait se confondre au style humain. Donc, il y a récemment un système d'intelligence artificielle dont tout le monde parle qui s'appelle GPT-3, qui a été créé ou mis disponible par la société informatique OpenAI. Et donc, c'est une machine qui permet, donc qui a été aussi formée à travers tout un tas de contenus disponibles dans des bases de données, avec des livres, avec bien sûr le contenu d'Internet. Et donc, elle permet de générer automatiquement des paragraphes entiers qui ressemblent à de la création humaine. Donc, elle peut répondre à tout type de questions, plus ou moins, ce qui est intéressant dans l'automatisation de tâches, particulièrement si on regarde le service client, donc avoir des clients qui posent des questions et avoir une machine intelligente qui répond à ce type de questions. Elle permet également de chercher des documents avec des questions bien particulières. Est-il cher de vivre à Paris, par exemple, une question très générique, et donc la machine va trouver des informations, va les analyser pour répondre à cette question assez générique. Elle permet d'alimenter les jeux vidéo en trouvant des histoires ou des suites d'histoires possibles à partir d'une histoire générique. Et elle permet également, ce qui était très intéressant, de créer des interfaces informatiques. Donc vous pouvez parler à la machine, lui dire créer un écran où l'utilisateur va entrer son nom et automatiquement la machine va créer l'interface par rapport à ce que vous lui demandez. Donc je vous invite à aller visiter ça, ce site OpenAI qui est ouvert
au public et qui permet à travers des interfaces, des API, d'interagir avec tout type de logiciels. Donc, toujours dans le domaine de la littérature, si vous êtes un fan de Harry Potter et que vous avez lu les 7 premiers volumes, un 8e volume a été créé également par une machine. Donc, vous pouvez y accéder aussi sur le site Botnik qui a créé ce 8e volume d'Harry Potter. Qu'en est-il de la musique? Je vous laisse écouter. Et oui, ça ressemble vraiment à du Jean-Sébastien Bach. Pareil, la machine a étudié toutes les œuvres de Jean-Sébastien Bach et a recréé de nouvelles œuvres qui lui ressemblent. Donc, il y a également déjà disponibles des sociétés comme Ampere qui permettent, Ampere Music, qui permet de créer des jingles musicaux ou des petits segments musicaux à partir d'intelligence artificielle. Il n'y a pas de compositeur derrière. Vous demandez quel style vous voulez et la machine va générer pour vous un petit jingle ou une chanson ou une musique relativement courte. En 2016, pour la première fois, une machine a obtenu par la SACEM, donc la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs, le droit, disons, comment on dit, pas un copyright, mais un droit d'auteur sur une musique que cet algorithme avait créée. On peut aller comme ça dans tous les domaines. Récemment aussi aux Émirats arabes unis, il y a eu un concours de beauté où tout le monde pouvait soumettre leurs photos et des juges qui étaient en fait des machines d'intelligence artificielle ont jugé quelles étaient les personnes qui étaient les plus belles dans ce concours, pareil, avec des critères qui leur étaient propres. Qu'en est-il dans le domaine de la science? Donc, il y a bien sûr des découvertes qui ont été faites grâce à l'intelligence artificielle. Notamment, un algorithme puissant a été utilisé pour analyser plus de 100 millions de composés chimiques en quelques jours. Et le composé nouvellement découvert a été capable de tuer 35 types de bactéries potentiellement mortelles. Donc, on voit que c'est utiliser l'intelligence artificielle aide à créer également de nouveaux médicaments ou de nouveaux vaccins. Donc, qu'en est-il? Tout le monde se demande, mais qu'en est-il du Covid? Donc, il y a un ordinateur aussi, le deuxième ordinateur le plus puissant du monde actuellement, qui s'appelle Summit aux États-Unis, a créé de nouvelles hypothèses aussi récemment pour combattre le virus et a permis aux docteurs de découvrir des choses auxquelles ils n'avaient pas encore pensé ou qu'ils n'avaient pas découvertes. Donc, peut-on vraiment rivaliser en termes de créativité avec les machines? Ça, là est la question. Donc, en plus de tout ce que je viens de vous présenter, une étude américaine montre qu'il y a un déclin de créativité chez les enfants. Les enfants, à travers les années, deviennent de moins en moins créatifs. Et d'un autre côté, comme je vous l'ai présenté avant, le marché du travail demande de plus en plus de créativité. On nous dit bien souvent, il faut travailler plus vite, plus intelligemment et plus dur. Donc je pense que ce n'est plus actuellement le cas j'aime cette citation de M. Benoît Raphaël qui dit « Si les humains ont peur d'être remplacés par des robots, c'est peut-être parce qu'ils travaillent comme des robots. » Et en fait, il est vrai que si on nous demande de travailler plus vite, plus intelligemment et plus dur, c'est vraiment travailler comme des robots. Donc je pense qu'il faut arriver à travailler différemment et non plus suivre ces suggestions. Donc si on regarde les machines travaillent extrêmement vite. On ne peut pas rivaliser avec ça. Elles sont également très très précises, elles font très peu d'erreurs. Et elles sont super connectées, elles sont connectées au monde tout entier à travers l'Internet. Si on regarde de l'autre côté notre cerveau humain, on peut dire qu'il est assez lent, qu'il n'est pas toujours précis, il fait une erreur toutes les 1000 opérations,
alors que, alors que les ordinateurs font une erreur toutes les 100 milliards d'opérations, donc on en est vraiment loin. Et on est très orienté vers soi, notre cerveau ne communique qu'avec nous-mêmes, il ne communique avec personne d'autre pour trouver des solutions. Donc, non, on ne peut pas rivaliser avec les machines, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est collaborer avec elles. Et c'est là où, je pense, le futur de la créativité réside. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle peut imiter la créativité humaine? Oui, on a vu ça à travers la création artistique, à travers tout un tas de choses scientifiques. Mais alors, comment se différencie-t-on? Comment peut-on se différencier de la machine? En fait, c'est par rapport à ce qu'on appelle la transition. Si on regarde par exemple l'évolution de la peinture, il y a eu des transitions en travers des styles artistiques. Des styles ont créé de nouveaux styles qui ont engendré de nouveaux styles. La machine ne peut pas actuellement créer de nouveaux styles. Elle se base sur de l'historique et elle crée en fonction de ce qu'elle a appris et se base uniquement sur ce qu'elle a appris. Donc cette transition n'existe pas actuellement sur la machine. La machine n'est pas capable de transitionner. La machine reste, même si elle est intelligente, elle reste assez bête. La machine ne sait pas qu'elle joue au jeu de Go. La machine ne sait pas qu'elle crée une œuvre d'art. Elle suit plus ou moins un raisonnement qui est très très abstrait. Elle est déconnectée du monde. Si on regarde ce que disait Pablo Picasso, Picasso disait les bons artistes copient, les grands artistes volent. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on s'inspire d'autres choses. On ne travaille pas dans le vide. Toute notre expérience, tout ce qu'on a vu nous sert de base à cette nouvelle création. Mais ce que veut dire Picasso par là, par vol, c'est qu'on arrive à adapter. On ne réutilise pas juste ce qu'on a vu, mais on le réadapte, on le met à notre sauce, si on peut dire de cette manière, à notre style, et on crée un nouveau style. Et ça, ce sont des choses que la machine n'arrive pas actuellement à faire. On peut faire une analogie, par exemple, avec... Donc, certains vous diront, oui, ça a été créé par de l'intelligence artificielle, donc ça n'a aucune valeur, comme une peinture. Mais si on fait un peu d'historique, en fait, c'est la même chose qui a été créée, qui s'est passée avec l'apparition de l'appareil photo. Au début, les gens disaient, oh, c'est un appareil photo, c'est une machine, c'est elle qui prend le photo. Il n'y a rien d'artistique dans tout cela. Mais maintenant, on considère bien entendu la photographie comme un art. Donc, je pense que c'est la même chose qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Derrière cette intelligence artificielle, il y a un être humain qui guide la machine ou qui oriente la machine, et c'est ce qui fait la valeur de ce qu'il en sort, de cette création. Donc, il va avoir cette interaction qui ne disparaîtra jamais entre l'homme et la machine, et l'intelligence artificielle est un nouvel outil qui permet de booster plus ou moins, d'augmenter la créativité humaine. Donc, on parle beaucoup d'apprentissage profond actuellement, on parle de deep learning, c'est le mot phare actuellement, et en fait, deep learning n'est pas suffisant pour une machine à être créative. Ce qu'il lui faut, c'est du deep understanding, c'est-à-dire de la compréhension profonde. Il faut que la machine arrive à comprendre ce qu'elle fait. Et ça, c'est très, très difficile. Et ça prendra beaucoup, beaucoup de temps pour que les machines arrivent à comprendre ce qu'elles font, et ce qui nous donne un avantage encore très concurrentiel. Un petit exemple de ça. Si je vous montre cette photo, vous allez en quelques secondes, même en moins d'une seconde, réaliser que c'est un visage. Donc ça va vous prendre, votre cerveau va faire une 50aine d'opérations pour détecter que c'est un visage, oui, qui est composé de légumes et de fruits, mais c'est un visage, vous le reconnaissez directement. Pour la machine, il lui faudra des milliers ou des millions d'opérations pour arriver à ce résultat. Donc vous voyez que l'humain, que notre cerveau, bien qu'il soit lent et un peu feignant, arrive à contextualiser les choses, donc arrive à une compréhension qui est très rapide,
et ce que la machine n'arrive pas encore à faire. Donc si on revient à cet algorithme dont je vous ai parlé auparavant, qui qui crée des œuvres d'art à partir de ce qu'elle a appris. Donc l'algorithme peut créer des images attrayantes, mais il vit dans un espace créatif isolé qui manque de contexte social. Les artistes humains, quant à eux, sont inspirés par les gens, les lieux et la politique. Ils créent de l'art pour raconter des histoires et donner un sens au monde. Et donc ça, les machines ne sont pas encore là et elles sont loin d'être là. Donc l'être humain ne perd pas cet avantage. Donc le futur, la créativité, c'est une créativité humaine augmentée, ce qu'on peut appeler une super créativité. Et c'est là, je pense, où il faut focaliser nos efforts. Une dernière phrase que j'ai découverte très récemment et que j'aime bien, qui aidera à conclure cette présentation. En utilisant l'intelligence artificielle pour magnifier votre créativité, vous pourrez espérer avoir un futur lumineux. Et je pense que ça résume bien l'objectif de cette présentation. Je vous remercie. J'espère que cette présentation vous a ouvert de nouveaux horizons sur la créativité et je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions que vous avez. Merci beaucoup.